Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Et ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler de la semaine de catch de la WWE du 24 février 2025, juste avant un Elimination Chamber qui promet d'être historique à Toronto. Et je suis accompagné de Letty. Comment ça va, Letty ? Salut Raphaël, salut à tous. Écoute, ça va très très bien par cette belle semaine de catch. Et toi? Ah bah ouais, là on avait un programme bien rempli, donc ça va très très bien. Et bah écoute, si ça te va, on part directement à Cincinnati dans l'Ohio. Est-ce que ça te va? Allons-y, c'est parti. Cincinnati dans l'Ohio, donc pour ce Monday Night Raw, le show du lundi soir. Donc le Go-Home Show, comme on appelle ça, hein, le show juste avant l'Elimination Chamber. On a un gros programme à l'Elimination Chamber, notamment un match masculin qui va déterminer l'adversaire de Cody Rhodes pour WrestleMania. Et c'est sur ce sur quoi on a commencé le show avec l'arrivée de Logan Paul. Alors Logan Paul, il est dans son état, même s'il n'est pas de Cincinnati, il nous le dit, il est de Cleveland. Et d'ailleurs, il est beaucoup hué, alors que CM Punk qui débarque juste après, lui est ovationné. Donc on a une prise de bec entre CM Punk et Logan Paul, hein, évidemment. Logan Paul dit que lui, il a tout réussi dans sa vie, tout ce qu'il entreprend, alors que CM Punk, lui, il a jamais réussi à aller au bout de ses objectifs, ses main events, etc. Pourtant, la foule, hein, elle scande largement le nom de CM Punk. Donc il y a un face-à-face et il y a même une gifle qui est sortie par Logan Paul qui fout une baffe à CM Punk avant de rouler hors du ring et de partir. CM Punk qui lui dit pas de souci, de toute façon samedi tu seras enfermé, tu vas pas pouvoir t'enfuir. Voilà deux grands talents au micro, hein, une superstar des réseaux sociaux et CM Punk qui doit être, mine de rien, l'un des hommes les plus populaires de l'histoire de la WWE. Je sais pas si on peut dire ça, mais je suis toujours hyper impressionné par à quel point il est largement au-dessus de tout le monde dans les chants et dans les ovations. Est-ce que ça t'a intrigué cette interaction? Est-ce que tu aurais envie d'en voir plus maintenant entre les deux hommes? Est-ce que ça serait un bon programme pour WrestleMania, tout ça? Je pense que ça pourrait donner quelque chose de pas mal, ne serait-ce que sur la road, étant donné que, comme tu l'as dit, ils sont tous les deux hyper doués au micro. Voilà, je trouve que c'est toujours intéressant, surtout dans un match comme un Elimination Chamber, d'avoir des petites histoires qui se racontent, qui s'entrecroisent, qui se mélangent. Donc voilà, j'ai plutôt envie d'en voir plus. Et puis voilà, d'autant plus que ça va se mélanger avec d'autres. Donc très hypé par ce match. Ça va se mélanger comme tu dis. Moi, c'est une feud que je pense vraiment pouvoir atteindre des hauts niveaux au micro, nous faire des super promos et très certainement un très bon match. Donc j'ai assez hâte de voir ça. Je sais pas si ça le programme pour WrestleMania, mais je trouve ça cool qu'il nous ait mis cette intro pour nous hyper un petit peu cette Elimination Chamber justement. Alors nous avons enchaîné sur un match qui mêle aussi un petit peu du monde, même s'il ne concerne pas les gens de l'Elimination Chamber. C'est la division Penta, je vais appeler ça, puisque c'est notre nouvelle star de la WWE, le fameux Penta, qui est arrivé récemment et qui affronte dans un triple threat Ludwig Kaiser et Pete Dunne. Donc tu vois, on en parlait la semaine dernière, on trouvait que c'était l'issue logique. Et ben, c'est ce qui s'est passé, un triple threat bien violent, où il s'est passé tout ce qui a pu se passer. Imaginez le talent des trois hommes, on a sauté entre les cordes, on a tordu et pété des doigts, et au final, eh ben, surprise, alors que Penta semblait avoir le match gagné, il se fait voler le tombé final par Ludwig Kaiser. Victoire de Ludwig, victoire de l'ancien petit protégé d'Imperium. Euh, Victoire surprise, non, à l'issue de cet affrontement quand même. Victoire surprise, mais voilà, une victoire qui permet de pas terminer cette histoire ici. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Le match était bon. Pete Dunne qui reste toujours, comment dire, ça fait toujours mal de le regarder. Enfin moi, quand il tord ses doigts, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Mais bon, voilà, c'est toujours aussi intéressant et j'ai vraiment envie d'en voir plus et que ça continue encore quelques semaines. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils nous font des beaux programmes. Il y a des jolies interactions. J'aimerais bien que il y aura peut-être un truc pour WrestleMania, en tout cas que ça continue de grimper en talent et en importance sur la carte. Hein. Là, c'était un beau match d'ouverture, mais ça reste un peu sans enjeu, ça reste un petit peu déconnecté du reste. Mais voilà, si ça pouvait glisser un peu vers Braun Breaker et le titre intercontinental, moi ça me plairait bien tout ça. Mais on n'y est pas encore.
Mais on a eu droit à un bel affrontement. Alors le titre intercontinental, on l'a vu, enfin le champion intercontinental, on l'a vu un petit peu plus tard dans la soirée, Bron Breakker. Il avait un match contre Dominic Mysterio. Malheureusement, on n'a pas trop eu le temps de kiffer cet affrontement puisqu'on a eu que 3 minutes 25. Il y avait le Judgment Day qui était là et c'est très vite parti en disqualification, en baston général à l'extérieur. Bron Breakker a réussi quand même à éclater à peu près tout le monde, hein. Il y a un moment là où il se retourne alors que Finn Balor est dans son dos et il le regarde et il le toise. Voilà, c'était assez intense. Le Judgment Day, on les avait vus un peu plus tôt. Ça reste tendu dans les vestiaires hein, quand ils discutent. Finn Balor veut toujours pas qu'il y ait un nouveau membre. Liv Morgan, elle essaye un petit peu de calmer tout le monde, mais elle fait un peu de provoque aussi avec Finn Balor. On sent que ça s'entend pas très bien. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce segment et est-ce que tu aimerais bien voir Finn Balor peut-être affronter Braun Breaker maintenant pour le titre intercontinental? Je pense que ça pourrait donner un match quand même hyper intéressant. Et le petit segment qu'il y a eu avant, enfin tout ce qui se passe autour du Judgment Day, je trouve qu'ils ont, comment dire, ils arrivent à refaire partir un petit peu la machine. Il y a quelques semaines en arrière, je parlais de la séparation prochaine du Judgment Day. Et visiblement, ils ont l'air d'être en train de remettre ça un petit peu sur les rails. Ils refont voilà, les petites interventions dans les matchs un petit peu comme avant. Ils essayent de revenir un petit peu. Donc, écoute, moi j'aime bien. S'ils peuvent continuer comme ça encore quelques semaines, pourquoi pas essayer de nous rameuter quelqu'un. Peut-être que JD va finir par revenir. Bon, après il était pas mal blessé, mais c'est peut-être pas encore pour maintenant. Mais voilà, pourquoi pas. Ça renaît un petit peu de ses cendres et j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça chouette et le face-à-face m'a bien plu, la Braun Breaker Finn Balor, donc j'aimerais bien voir cette feud dans la foulée. On va aller revoir les Judgment Day ce soir, une partie du Judgment Day, mais on va pas y aller de suite puisque c'était pour notre main event, on va se le garder. Par contre, on va parler du New Day. Le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, qui donc ont une nouvelle musique d'entrée, un nouveau style, et qui sont venus encore au micro râler comme quoi ils en avaient marre, qu'on les hue, qu'on les siffle et qu'on les écoute pas. Ils avaient un match ce soir, donc ils ont affronté le Latino World Order, enfin la partie Cruz del Toro et Joaquin Wilde, donc un 2 contre 2 classique, et le New Day reprend avec ses vieilles habitudes hein, de triche et d'attaque lâche et de tentative un petit peu de jouer avec les règles. Et bien leur a pris puisqu'ils ont gagné en 5 minutes 25. Le New Day a remporté le match. Ils ont continué la baston par la suite. Donc Dragon Lee a débarqué. Dragon Lee qu'on voit plus beaucoup, hein, mais qui est venu aider ses copains latinos. Mais très mauvaise idée puisque en fait lui aussi il s'est fait tabasser. Donc à 2 contre 3, le New Day a réussi à rester debout sur ce segment. Ça y est, on sent que c'est parti là pour le New Day. Les méchants sont enfin à l'action. Oui, ils sont déjà en action et c'est plutôt pas mal puisque avec les quelques semaines voilà, où ils se contentaient de parler ou juste de venir, on trouvait que c'était un petit peu long. Donc voilà, moi je suis plutôt contente de les voir montrer leur nouvelle personnalité, reprendre un petit peu le chemin du ring. Donc plutôt pas mal. La LWO, bon voilà, sans trop de surprises. Ils ont servi un petit peu de chair à canon pour monter un petit peu le New Day, mais voilà, le match en lui-même était plutôt pas mal. Dragon Lee qui revient un petit peu dans l'histoire, donc je pense que il y a d'autres possibilités, je pense, pour de tag team pour continuer un petit peu avec le New Day, les monter encore un petit peu avant de passer peut-être à du plus sérieux. Pourquoi pas. Voilà, en tout cas, j'aime bien. Ça démarre bien, je trouve, pour eux. Ouais, moi ça y est, je trouve que c'est rentré dans la dynamique catchesque. Il fallait sûrement passer par cette petite période où il se plaignait juste et il râlait juste au micro, là, comme les vieux ringards énervés qu'ils étaient devenus, mais ils ont repris leur style. Alors le New Day, c'est une équipe légendaire populaire, mais enfin ils ont quand même bien eu des périodes heel aussi au tout début, donc ils savent faire. Ça m'a bien plu, ouais. Euh, les deux latinos sont encore un peu jeunes et puis c'est pas les, on va dire, c'est pas les top stars de l'affiche, mais il y a sûrement des choses qui vont se passer. Les latinos, le Latino World Order en général, sans Rey Mysterio, c'est sûr que voilà, on a du mal un peu à s'enthousiasmer pour eux en termes de charisme. Donc c'est clairement les New Day là qui sont les intéressants dans l'histoire. Il va sûrement ouais, nous sortir encore des petites choses sympathiques dans toute cette histoire avec tous ces gens. Bon, si on passe à un plus gros morceau, on avait quand même notre champion du monde ce soir. On avait Gunther.
Gunther qui nous rappelle qu'il affronte Jey Uso à WrestleMania et il n'en est pas ravi, mais bon, il va le faire, hein, il va battre Jey Uso. Et il nous dit qu'il est là quand même pour montrer qu'il vient se battre aussi à Monday Night Raw. Et donc il a choisi son adversaire ce soir et il l'appelle. Et son adversaire, c'est nul autre que Akira Tozawa. Akira Tozawa débarque et Gunther lui dit écoute, tu sais, on a beaucoup de points communs, on a quitté nos pays, nos continents, tout ça pour venir à la WWE. Mais bon, voilà, on a quand même des différences. Toi, tu fais des mauvais choix et moi, je suis le champion du monde. Alors le match commence et Tozawa, ben, il est là pour profiter de cette fenêtre qu'on lui donne. Donc il attaque très fort et commence par se jeter sur Gunther. Il y arrive à lui passer en sautillant par-dessus, par-dessous, à passer un kick, un coup. Mais Gunther très vite va envoyer des énormes pieds dans la figure et va reprendre le dessus. Puis il va choper Tozawa et il va l'étrangler, il va l'endormir sur un sleeper. Il gagne le match en 2 minutes 50. Donc Gunther facile ce soir. Otis intervient pour aider son copain, mais il va lui aussi encaisser une prise de soumission, il va lui aussi être endormi. Jey Uso finit enfin par arriver, Yeats et Gunther fuient directement la confrontation. Donc ils se seront à peine croisés ce soir les deux adversaires de WrestleMania, mais Gunther est venu faire une petite partition heel comme il se doit. Ça me rappelait les grandes époques de Seth Rollins champion une fois qu'il avait donné un match comme ça à Neville. Alors ça date et ça avait été un très beau match d'ailleurs. Bon là on était un peu plus dans le gag. On revient toujours à cette question, Letty, semaine après semaine, il faut occuper le temps de cette feud. Est-ce que là, tu trouves que c'est une bonne occupation ou est-ce que ça t'a un peu dépité ou interrogé cette présence de Tozawa là dans la title picture? Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Gunther, en bon gros heel qu'il est, forcément, il se choisit un adversaire. On se dit ah tiens, voilà, il va effectivement se montrer un petit peu, montrer qu'il est un champion combatif. Mais non, parce que c'est Gunther, donc forcément, voilà, il cherche un petit peu la facilité. Il va pas s'attaquer à un Braun Breaker, par exemple. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Tozawa, malgré tout, il s'est bien défait. Zéro chance absolument de s'en sortir. Mais en tout cas, voilà, il a réussi à placer quelques trucs. Donc voilà, moi j'aime bien Tozawa. Il y a toujours ce petit truc. Il rajoute un petit quelque chose quand il est là. À peine un petit croisement avec Jey Uso. Bon, voilà, je pense que ça méritait pas plus. C'était bien comme ça. Ça permet de garder un petit peu encore quelque chose sous le pied pour les prochaines semaines, puisque WrestleMania c'est quand même dans encore, je crois, 7 ou 8 semaines. Donc il y a encore de quoi faire. Donc c'était plutôt une bonne chose, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur le papier, ça pouvait paraître un petit peu casse-gueule, mais il faut remplir et ça s'en sort pas mal, l'idée de faire venir Tozawa, de mettre un petit peu d'humour. Je pense que peut-être la semaine prochaine, on pourrait imaginer un Gunther Otis qui serait peut-être pas vilain. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est un peu du remplissage. Ça nous divertit. La foule qui a payé sa place, je pense qu'elle a envie de voir Gunther, elle a envie de voir Jey Uso. Mais c'est vrai qu'on aurait presque envie de les mettre tous les deux au placard pendant un mois et demi et qu'on attende WrestleMania tellement il n'y a plus grand-chose à raconter. Peut-être qu'on sera énormément surpris. Voilà, la WWE a peut-être quelque chose dans sa botte là pour nous étonner sur cette rivalité. Mais bon, le match est signé, c'est officiel, il va visiblement pas y avoir de changement. Donc voilà, on continue de raconter un peu le heel très méchant et un Jey Uso qui vient plutôt en gentil sauver tout le monde. Mais cette fois-ci, c'était assez audacieux, c'était inattendu en tout cas. Donc ils ont le petit mérite de l'originalité, je trouve. Bon, on va passer à des affaires toujours sérieuses. On a eu un interview de Sami Zayn qui nous a parlé de la semaine dernière. On se souvient que Kevin Owens était devant sa porte chez lui. C'était vraiment angoissant ce moment-là. Et du coup, Sami Zayn il nous a dit j'ai fait pareil. J'ai voulu aller chez Kevin Owens. Je l'ai pas vu, mais j'ai croisé sa maman. Et on se connaît avec sa maman depuis longtemps. On a discuté et tout. J'étais content de la voir. Et du coup, il me dit en rentrant chez lui, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'étais parti pour aller l'attaquer chez lui. En fait, il se dit mais c'est pas possible. Là, on est complètement dépassé par ce qui nous arrive. Et il dit ça l'a pas calmé par contre vis-à-vis de Kevin Owens. Il nous dit là, Kevin, j'espère que tu es prêt parce que là, dans la tête, ça va être la guerre, ça va pas être joli. Et donc, on nous promet ce match non sanctionné. On nous promet une violence complètement incontrôlée. Donc,
Est-ce que cette interview t'a paru tomber bien après ce qui s'était passé la semaine dernière? C'est une bonne réponse de Sami Zayn par rapport à Kevin Owens? Oui, je pense que c'était plutôt pas mal puisqu'on a voilà un Kevin Owens qui n'a aucun scrupule à venir jusque chez Sami, à limite menacer sa famille ou des choses comme ça. Donc voilà, il tient bien son rôle et voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal la petite remise en question de Sami qui se dit après tout, il est venu voir ma famille, je vais aller voir la sienne et voilà, avec ce petit côté remords après de mais qu'est-ce que je fais, enfin c'est pas moi, je suis pas comme ça, pourquoi voilà, on voit qu'ils sont en train de se pousser l'un l'autre jusqu'aux extrémités de leur caractère, jusqu'au là où ils peuvent aller et voilà, je trouve que ça rajoute encore une couche d'intensité sur quelque chose qui s'annonce déjà bien intense. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce match et voilà, je pense que il y avait pas besoin de plus. Juste ça, c'était le petit truc qu'il fallait rajouter pour cette semaine. Ouais. Je vais pas moi en rajouter beaucoup plus parce que je suis de ton avis. C'est bien écrit, c'est psychologique. Kevin Owens dans le personnage quand même du méchant qui dépasse un peu des bornes. Sami Zayn qui doit répondre forcément quand même, pas se laisser faire, mais qui a plus de lucidité. Je trouve que c'était vraiment très bien écrit. On va continuer sur ces questionnements que peuvent avoir certaines personnes, sur ces profils psychologiques. Cody Rhodes, il a un choix à faire, Cody Rhodes. Cody Rhodes, eh ben, à Elimination Chamber, il doit nous dire ou non s'il accepte de devenir le champion de The Rock. Et il vient nous en parler. Il vient nous dire que, ben voilà, il est chanceux quand même dans la vie parce que il sait que la décision qu'il prend, il n'est pas tout seul, mais en même temps, voilà, ça peut impacter du monde, mais il a sa famille, il a ses proches, il a sa fille, il a sa femme, il a sa mère, il a son père qui le regarde de là-haut, tout ça, tout ça. Il nous raconte toujours l'histoire. Et c'est Seth Rollins ce coup-ci qui débarque, qui le regarde. Et Seth Rollins, il est inquiet. Il dit, écoute, l'année dernière à WrestleMania, j'étais avec toi et on était ensemble contre Roman Reigns et contre le Rock. Alors, s'il te plaît, en gros, me fais pas regretter de t'avoir aidé, hein, parce que là, avec cette histoire, je commence à être un petit peu inquiet. Alors, Cody Rhodes rétorque que bon, il est gentil, Seth Rollins, mais lui aussi, hein, il a eu ses époques avec le Shield, il a trahi le Shield, etc. Bon. Et Seth Rollins, il lui dit, écoute, je sais pas trop ce qui se passe dans ta tête, je sais pas trop ce que tu vas faire, mais j'ai pas envie de te détester. I don't want to hate you. Et il lui dit, de toute façon, moi, je vais remporter l'Elimination Chamber. Je veux t'affronter à WrestleMania, puisque tu m'as battu à WrestleMania, tu m'as battu déjà plusieurs fois. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas ton âme, c'est ton titre. I don't want your soul, I want your title. Seth Rollins nous rappelle peut-être un peu l'essentiel, c'est que c'est bien joli de vouloir être le Rock Champion et le Hollywood Champion, mais enfin, ce qui est important, c'est d'arriver déjà à rester champion, et que Cody Rhodes, ben, selon son adversaire, il n'est pas du tout sûr d'être champion après WrestleMania. Est-ce que Seth Rollins t'a impressionné dans cette prestation? Est-ce que tu penses qu'il fait bien de se repositionner pour cette opportunité à quelques jours de la Chambre? Bah, il a plutôt raison puisque voilà les dés sont pas encore jetés, il a encore sa chance de gagner, donc voilà, il a plutôt raison. Et bon, bah Cody Rhodes qui nous partage ses hésitations, un petit peu son histoire. Bon après, voilà, je trouve que Cody Rhodes, c'est toujours un petit peu répété. Il y a sa famille, son papa, machin. Bon, après, c'est Cody Rhodes, forcément, ça fait partie de son personnage. Voilà, après, on voit qu'il hésite. Est-ce qu'il y avait une nécessité absolue de faire ce segment à Raw, dans la mesure où, enfin, logiquement, il est censé être à SmackDown? Je sais pas. Le segment lui-même était plutôt pas mal. Voilà. Après, sur le lieu et sur juste le contenu de Cody Rhodes, j'étais un petit peu partagée. L'intervention de Seth Rollins était très bien, mais voilà, c'était pas, ça m'a pas hyper convaincu, disons. Ouais, je suis un peu de ton avis, c'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que la proposition du Rock impacte, enfin voilà, c'est le main event de WrestleMania, donc c'est presque de l'interbrand, et en même temps, comme tu dis, Cody Rhodes, bah, à Raw, il y a déjà Gunther, et on l'a déjà vu ce soir, donc on a tous les champions qui se ramènent. Bon, ça m'a pas dérangé parce que voilà, on est juste avant la décision et en plus comme l'histoire de la proposition du Rock, elle a eu un petit peu de flou, hein, on n'a pas trop compris ce que ça voulait dire.
Donc je trouve que c'est bien de voir qu'on nous raconte que les catcheurs, ils ont compris qu'il y avait une importance, et voilà, Seth Rollins, il s'inquiète, Cody Rhodes, il se questionne. Mais bon, Cody, c'est vrai que c'est du Cody, c'est très famille, etc., héritage, finir son histoire. J'ai préféré Seth Rollins, ouais, qui est au micro là ce soir, a réussi à se repositionner pour nous rappeler que il faut pas l'oublier et que lui aussi, ça peut être un challenger très très important historiquement pour Cody Rhodes. Ce fut donc un Raw bien chargé, mais il y avait déjà au programme quand même 2 matchs pour des titres, donc on va les évoquer de suite pour finir cette soirée. 2 titres féminins d'ailleurs, et le titre féminin intercontinental pour commencer, Lyra Valkyria, notre première championne pour ce titre, qui affrontait Dakota Kai. Elles ont donné beaucoup, les 2 jeunes femmes, et Lyra Valkyria a réussi à conserver son titre au bout de 7 minutes 35. Et ça n'a pas été fini comme ça parce que Ivy Nile a débarqué et a attaqué tout le monde. Ivy Nile qui est en train de devenir voilà, la nouvelle challengeuse, en tout cas la nouvelle force montante de cette division, et qui a fini carrément par prendre la ceinture, hein, la soulever et dominer les 2 autres jeunes femmes. Alors c'est facile d'arriver après un match de 8 minutes et de paraître la plus forte, mais elle se place. Alors en coulisses, elle a été interviewée d'ailleurs là-dessus, mais en fait les War Riders étaient là aussi, qui ont attaqué les Creed Brothers, donc ça a fini un peu en bagarre générale dans les vestiaires, on n'en a pas su plus. Est-ce que tu as aimé cet affrontement, cette défense de titre, et est-ce que tu as hâte de voir aussi Ivy Nile entrer dans le jeu? Est-ce que tu crois qu'il faudrait peut-être un triple threat là aussi? Ce serait peut-être une bonne idée, parce que je pense que le match en lui-même était bien. Après, voilà, sur le contenu, le déroulé du match, moi j'aurais bien vu Dakota Kai remporter cette ceinture. Bon, Lyra Valkyria l'a gardée, elle s'est donnée aussi, donc ça, j'ai pas forcément de problème avec ça. Mais en tout cas, j'aimerais bien que ça continue un petit peu entre les deux. Et si on peut rajouter Ivy Nile là au milieu, qui rajoute un peu de challenge, pourquoi pas? Ce serait plutôt intéressant à voir, je pense, puisqu'elles ont des styles qui sont quand même assez différents. Donc ça peut être intéressant. Ouais, moi je suis assez chaud du triple threat parce que ça reste quand même une division féminine un petit peu en dessous, et je trouve qu'elles ont encore des limites. Enfin, moi je suis pas un grand fan de Dakota Kai, même si je trouve qu'elle a fait des bons matchs là ces dernières semaines. Elle a un physique très très léger, un petit peu à la Candice LeRae, où les coups sont pas hyper impactants forcément. Donc je pense qu'en triple threat ça peut vraiment être une combinaison chouette par contre, et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller dans les semaines qui viennent. Et la création de cette ceinture, elle sert à des meufs comme ça, et Ivy Nile, elle a tout intérêt à se positionner en effet. Enfin, le vrai enjeu et le vrai main event, c'était le titre féminin tag team. Bianca Belair et Naomi, championnes depuis plusieurs semaines maintenant, voire plusieurs mois pour Bianca Belair, si on compte aussi son époque championne avec Jade Cargill, affrontent Liv Morgan et Raquel Rodriguez, celles qui sont accusées justement, suite aux dernières vidéos à SmackDown, d'avoir attaqué Jade Cargill. Et c'était un match tag team qui a donné une énorme prestation. Honnêtement, sur le Discord, nous étions plusieurs à dire que c'était un des meilleurs matchs tag team féminins, voire voire le meilleur de ces dernières années. Elles ont fait beaucoup de choses, et je vous invite vraiment à voir ce match de 12 minutes, enfin 11 minutes 59 pour être tout à fait précis. Il y a eu beaucoup de near fall, il y a eu plein de tentatives ratées. Bianca Belair qui a essayé plusieurs fois d'attraper ses adversaires pour des KOD, elle y arrivait jamais. Il y avait toujours une intervention, pareil, Liv Morgan qui essaye des Oblivion un peu partout, mais ça s'est contré. Enfin bref, on a eu un échange vraiment coup pour coup entre les 4 femmes, et avec au final un tombé sur Naomi de Liv Morgan et Raquel Rodriguez, bien aidé par Dominique Mysterio qui est quand même venu et qui a distrait l'arbitre. Victoire du Judgment Day, nouvelle championne, 3 fois championne féminine, c'est historique pour Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Donc, Letty, pour te citer, le Judgment Day, c'est pas fini, hein. Non, c'est pas fini, effectivement. Alors moi, pour moi, c'était une grosse surprise ce match, parce que sur le papier, ça m'attirait, mais alors pas du tout. J'avais vraiment pas envie de le voir. Et finalement, je te rejoins sur le fait que c'était sans doute l'un des meilleurs matchs tag team féminins de ces dernières années. Il y avait tout, les mouvements, il y avait les interventions, il y avait voilà, toutes les petites distractions de l'arbitre, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Je trouve que ça va peut-être redonner
un petit truc à la division féminine, puisque là, ça faisait quand même maintenant un petit moment que c'était les mêmes championnes. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et avec le temps, j'apprécie de plus en plus le catch de Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Donc, voilà, pourquoi pas. En plus, elles reprennent des titres. Donc, pour le Judgment Day, et comme on avait l'impression depuis quelques semaines qu'il y avait un petit peu un genre de bataille entre Finn Balor et Liv Morgan pour savoir plus ou moins qui dirige, eh ben, je pense que Liv Morgan, elle a mis une petite pièce de plus dans sa poche pour avoir des arguments contre Finn Balor. Donc, écoute, moi, je trouve que c'était vraiment un bon match et surtout une bonne fin de Raw. Ouais, double grosse surprise pour moi, le changement de titre, auquel je m'y attendais vraiment pas. La place de main event aussi. Bon, c'était peut-être un petit teasing, un petit spoil de voir ça en main event, ça sous-entendait qu'il allait se passer des trucs importants. Et un très bon match, vraiment bravo à toutes les filles, une super prestation. Donc bravo pour les nouvelles championnes qui auront bien réussi à créer leur présence sur cette division, quoi, à utiliser cette division pour asseoir leur domination. Et puis, pour le Judgment Day, effectivement, ça repart bien. Dominique qui montre qu'il est toujours là, même s'il a eu une difficile soirée juste avant. Ce facteur là, d'intervention d'un côté comme de l'autre. Et du coup, pour les éventuelles velléités autour du titre de Braun Breaker, on se dit, tout est possible, hein, parce que ça y est, ils sont redevenus efficaces, ils arrivent à regagner des ceintures, à réintervenir. On peut très bien imaginer les filles venir aider Finn Balor ou Dominique Mysterio. Donc ça y est, Judgment Day it's still the day Judgment Day. Donc nous vivons toujours dans l'ère du Judgment Day. Et c'est ainsi qu'on a fini un Monday Night Raw. Plutôt de qualité, Letty, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as un top, un flop et une note pour cet épisode de Cincinnati? Eh ben, écoute, mon top, je vais le mettre au Judgment Day. Donc en global, autant les filles pour leur victoire et leur très bon match que pour l'unité un petit peu qui se retrouve de plus en plus du Judgment Day. Mon flop, écoute, je sèche un petit peu là pour le coup. Je réfléchis à ça depuis tout à l'heure et je t'avoue que je trouve pas grand-chose qui a vraiment floppé dans cet épisode. Bon signe. Comment? C'est bon signe. Oui, c'est plutôt pas mal. En tout cas, voilà, je trouve rien. Donc, je vais pas mettre de flop. Et ma note, je vais mettre un 3,75. Eh ben, écoute, ça a été un très très bon show. Moi, je suis d'accord avec toi. 3,75, je vais mettre la même note. Je vais mettre un top aussi au main event. On va féliciter ces demoiselles qui nous ont fait une belle performance. Et du coup, moi, je vais mettre le flop. Eh ben, écoute, à Cody Rhodes. C'est méchant, hein, c'est sévère, mais Cody Rhodes, il nous a pas raconté grand-chose ce soir. Le coup de dire j'ai toute ma famille, mon papa qui me regarde de là-haut, on connaît. Même ce qu'il a dit à Seth Rollins, c'est dire ah oui, mais toi, t'as trahi le Shield et tout. Bon, super, ça fait 15 ans maintenant. Donc, Cody, Cody, on attend de savoir ce que tu vas décider samedi. C'est sûr que c'est un gros suspense, mais là, tu nous as pas trop aiguillé. Si on prend un aiguillage, Letty, et qu'on se retrouve directement au Canada, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, c'est très bien. Partons pour ce beau pays qu'est le Canada. Et ben voilà, direction le Canada, puisque nous étions à Toronto pour SmackDown, juste avant Elimination Chamber, qui avait lieu aussi à Toronto, hein, donc ça y est, on est déjà dans l'ambiance, et on va continuer cette semaine de catch. On est accueilli par la régionale de l'étape, Trish Stratus, qui est venue nous raconter que elle est chez elle à Toronto. Elle fait quelques blagues sur sa carrière qui est un petit peu longue. Elle parle à une ado au premier rang. Elle lui dit ouais, il y a ton papa, il avait un poster de moi dans sa chambre. Le papa il est là, il dit ouais, il a l'air de dire ouais. Elle nous dit qu'elle va catcher aussi pour la première fois devant ses enfants, puisque elle avait probablement pas encore ses enfants où ils étaient petits à sa grande époque. Et elle invite sa partenaire, puisque elle a un match le lendemain, un match tag team. Sa partenaire tag team, c'est Tiffany Stratton qui débarque. On sait qu'elles ont été très très proches ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Trishy et Tiffy, elles ont eu beaucoup d'interactions pour se préparer à leur match tag team. Mais elles sont interrompues par Chelsea Green et Piper Niven. Donc Chelsea Green qui est au top de sa forme encore une fois, qui nous parle du Canada, qu'à quel point c'est important de fuir le Canada, que c'est pas ici que se passent les grandes choses et qu'elle, elle est championne des États-Unis.
Et ben tout ça, ça entraîne sur un match, hein, puisque en fait, Tiffany et Trish Stratus disent bah oui, il faut un match, il faut un arbitre. Alors Chelsea Green a dit non, non, je veux pas. Nick Aldis ose envoyer un arbitre. Tu verras. Et puis si, il y a un arbitre qui vient, et donc bah voilà, sous nos yeux ébahis, une affiche, un dream match, je vais dire, je vais être honnête, pour moi c'est un dream match. Tiffany Stratton contre Chelsea Green, un affrontement qu'on pensait pas avoir si vite et qui aura duré donc 6 minutes 30 avec voilà, des moments que j'ai vraiment appréciés. Chelsea Green qui a été excellente d'expressivité, comme on dit. Piper Niven qui était habillée en canadienne, là, en police canadienne rouge, là, qui a aussi fait des interventions à l'extérieur. Mais en fait, c'est une intervention extérieure qui a créé la fin du match. Mais en fait, c'est les adversaires tag team de Tiffy et Trishy. C'est Nia Jax et Candice LeRae qui ont débarqué. Donc ça s'est un peu attaqué dans tous les sens. Et puis Nia Jax a même essayé de s'asseoir, là, de faire son annihilateur sur Tiffany Stratton, mais ça a été évité. Bref, ça a été un petit peu la pagaille, la panique. Et au final, face à face, tout le monde se barre. Les championnes, enfin, non, pas de championnes du tout d'ailleurs. Les gentils sont sur le ring et les méchantes sont à l'extérieur. Bon, Chelsea Green et Piper Niven, elles ont disparu dans l'équation, hein, c'était plus leur histoire. Est-ce que tu as apprécié cette intro? Qu'est-ce que tu penses quand même de cette affiche là où on va revoir Trish Stratus chez elle au Canada dans une configuration de babyface tag team? Et puis voilà, dis-moi si tu partages mon enthousiasme pour l'affrontement entre Tiffany et Chelsea. Le match en lui-même, je l'ai trouvé très très bon. Euh, elles sont douées toutes les deux. Elles ont, je trouve, un style qui se complète bien au niveau du match. Donc le match en lui-même était bien. Voilà, toute la petite promo avant et tout ça. Enfin, moi, j'ai pas trop, trop apprécié. Après Trish Stratus, bon, voilà, la régionale de l'étape, elle voulait un petit match comme elle a en général une fois ou deux dans l'année. Donc voilà, elle a réussi à obtenir son match. Après, voilà, moi, ça me passionne pas cette histoire. Ça permettra au moins à Tiffany de pouvoir être présente sur la carte d'Elimination Chamber. Je trouve que voilà, c'est le seul avantage que j'y trouve. Mais le match en lui-même était vraiment bon. Voilà, j'ai beaucoup apprécié le match. Ouais, c'est quand même nos deux championnes, hein. C'est quand même nos deux championnes. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment chouette, Tiffany contre Chelsea. Et pour le reste, ouais, c'est un peu l'affiche dont on se fout pour Elimination Chamber. C'est un peu le remplissage sympa. Donc on va dire qu'on peut être que agréablement surpris parce que on n'y attend pas grand-chose. On va finir sur les filles très rapidement, puisqu'on a eu un gros match tag team en préparation de l'Elimination Chamber. En fait, on a eu tout le monde. On a eu Roxanne Perez, Liv Morgan et Raquel Rodriguez d'un côté, nouvelle championne, hein, je vous en ai parlé, qui ont affronté Bayley, Bianca Belair et Naomi. Et ça a été la victoire des méchantes, ça a été même la victoire de Roxanne Perez sur Bayley, dans un match qui a duré 8 minutes 55 tout le monde. Alors c'est du grand classique, hein, de faire le tag team match des gens qui vont être au futur Elimination Chamber. On va revenir sur le reste du SmackDown qui est très lourd de beaucoup de matchs à enjeu. Donc ça, moi j'avoue que ça m'est un peu passé sous les radars. Mais est-ce que toi tu as retenu une grosse prestation ou est-ce que ça t'a plu tout ça? Alors, je t'avouerai que ça m'a pas marqué plus que ça. Et j'ai trouvé ça un petit peu bizarre de coller Raquel là au milieu, alors qu'on a Alexa quand même qui participe au match. Alexa qui vient d'ailleurs attaquer Roxanne à la fin. Exact. Voilà, mais ça m'a pas passionné plus que ça, puisque, comme tu l'as dit, c'était censé préparer un peu l'Elimination Chamber, mais vu qu'on n'avait pas toutes les personnes impliquées, voilà, j'ai un petit peu décroché pendant le match. Oui, c'est vrai que c'est un détail important que j'ai pas bien expliqué dans ma description. Oui, Raquel Rodriguez n'est pas dans la Chamber. Ils ont préféré mettre les championnes tag team, mais ils n'ont pas mis Alexa Bliss. Qui est- Alors, c'est pas que ça me choque pas, mais elle vient tout juste de revenir. Elle a un petit peu ce personnage un peu à l'écart du reste quand même, donc ça m'a pas trop dérangé. Mais bon, le match, voilà, c'est vraiment random. On s'en fout en fait de qui gagne ou qui perd, donc c'était pas très très intéressant, j'ai trouvé. Il y a eu un gros fil rouge dans ce show bleu qui nous a été annoncé à quelques heures du show par Nick Aldis. C'est qu'il y a un tournoi pour désigner un challenger pour le titre des États-Unis.
de Shinsuke Nakamura. Alors c'est très bizarre parce que LA Knight devait avoir ce shot. La réalité, il faut le dire, un peu plus de catch-up, on est sur l'actu, c'est que Shinsuke Nakamura ne pouvait pas être là. Il y avait visiblement un souci familial, je crois. Un enjeu, un décès dans sa famille, donc on lui souhaite bien du courage dans cette épreuve. Mais donc, on nous a quand même servi un gros programme parce que pour remplacer un match entre LA Knight et Shinsuke Nakamura, figurez-vous on a eu 4 matchs pour le remplacer. En fait, on a eu un petit tournoi en une soirée. Et je vais vous décrire tout ça d'une traite, peuple de ketchup, parce qu'on est des fous. On a d'abord eu un match entre Jacob Fatu et Andrade. 8 minutes 25, avec un Jacob Fatu qui est toujours de plus en plus populaire. La foule scande son nom. Andrade, il a fait de son mieux, mais il n'a pas réussi à gagner. C'est Jacob Fatu qui a gagné sa place pour le tour suivant. LA Knight lui-même était dans le tournoi. Il affrontait Santos Escobar. Il a réussi à gagner, avec un BFT sorti de nulle part assez impressionnant. Et ensuite, Carmelo Hayes affrontait Braun Strowman. Alors là, on pourrait se dire le pauvre Carmelo Hayes. Et en fait, il a réussi à gagner. Mais comment il a réussi à gagner? En fait, Solo Sikoa et Tama Tonga ont débarqué. C'est devenu très tendu, très confus. Ils sont allés chercher des chaises, des objets. Enfin bref, c'était un peu le bazar. Et au final, Carmelo Hayes, il a fait une Eddie Guerrero des familles. Il a fait croire à l'arbitre qu'il a été tapé par Braun Strowman par une chaise pendant que l'arbitre avait le dos tourné. Et lui-même, il s'est mis KO au sol et il a jeté la chaise dans les bras de Strowman. Et donc Strowman a été disqualifié. Ce qu'il a foutu en rogne. Il a complètement détruit Tama Tonga d'ailleurs au passage. Donc on sent qu'il se prépare à une chose entre le Big SOB et les Samoans et l'ancienne nouvelle Bloodline. Toujours est-il, Letty, je vais finir par terminer ce gros morceau qu'on a eu quand même en main event catchesque, un triple threat, donc LA Knight contre Carmelo Hayes contre Jacob Fatu, 12 minutes 25, de grosses bagarres, et victoire de LA Knight. Il y avait un moonsault de Jacob Fatu sur Carmelo Hayes, et LA Knight, il a viré Jacob Fatu et il a fait le tomber à sa place. Donc au final, ma chère Letty, c'est un statu quo, c'est-à-dire que LA Knight, il s'est tapé 2 gros matchs dans la soirée pour redevenir le challenger de Shinsuke Nakamura, c'est-à-dire ce qu'il était censé être. Est-ce que tu trouves que c'était un beau fil rouge dans ce show qui était complètement, c'est complètement déconnecté du prochain Premium Live Event, c'était vraiment un bonus, puisque tout ça, on l'aura pas à Elimination Chamber. Mais est-ce que ça t'a plu quand même? Est-ce que ça t'a tenu en haleine, cette histoire de tournoi qui finit sur un triple threat? J'ai trouvé que c'était plutôt une bonne chose, puisqu'effectivement, ça a quand même occupé une bonne partie du show. Après, je comprenais pas trop l'intérêt premier, dans la mesure où LA Knight était déjà censé avoir son match. J'avais pas le détail de l'absence de Shinsuke, donc effectivement, ça s'explique. Mais par contre, les 4 matchs, j'ai trouvé, étaient très très bons. Il y avait de tout dans tous les matchs. J'ai trouvé que ils ont assuré tous. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mini tournoi. Et LA Knight, reprend sa place de challenger. Donc c'est très bien. Ouais, moi j'ai bien aimé ce concept. Même si j'ai trouvé que il était un peu étonnant. Ça nous a rempli un show qui aurait dû probablement être très axé sur Elimination Chamber. Donc je suis curieux de savoir. Ils n'avaient pas prévu un match de LA Knight et Nakamura de 40 minutes quand même, j'espère. Donc à la place, on a eu 4 affrontements, avec un squash évidemment, l'histoire de Braun Strowman. J'aime bien ce qui continue de se dessiner. Donc on a revu Jacob Fatu et Solo Sikoa interagir dans les vestiaires peu avant. On sent qu'ils sont encore dans une relation un peu tendue entre eux. Solo Sikoa fait complètement passer sa carrière derrière celle de Jacob Fatu. Il la joue amitié, loyauté. Et puis tout ça avec une feud probable autour de Braun Strowman. Moi, je suis assez client. Maintenant, je pense que tout ça était beaucoup plus intéressant que le prochain affrontement entre LA Knight et Shinsuke Nakamura. Mais bon, on espère qu'ils sauront nous sortir un beau match. Mais au moins, c'était valorisant pour le titre des États-Unis qui a eu un bel esprit de compétition ce soir. Donc c'était un gros morceau quand même de ce SmackDown. Du coup, on va reprendre un petit peu le fil du show. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On a eu des histoires sur les titres tag team. Donc il y a eu un match qui était prévu, mais qui n'a pas eu lieu, encore une fois, avec les Street Profits
qui devrait affronter les Garza, mais sauf que c'est DIY qui a attaqué les Street Profits. Pretty Deadly a débarqué et a dominé tout le monde de manière assez impressionnante. On a eu les Motor City Machine Gun. Bref, bagarre collective. On continue d'avancer sur une division tag team qui est très très compétitive là aussi, Letty. Est-ce que quand même, on avait dit la semaine dernière, il y a beaucoup d'interventions, beaucoup de bagarres. Ça t'a plu là ou ça t'a un peu déçu ce coup-ci? Bah, ce coup-ci, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne chose, puisque ça nous permet de passer la semaine sans oublier les tag teams. Tout le monde était là. Et on peut continuer encore quelques temps puisque, comme tu l'as dit, aucun match n'a eu lieu. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué. J'ai bien aimé le segment. Ouais, ça a repoussé un peu la tension à plus tard. C'était assez. C'était cool, j'ai trouvé, dans cette semaine où on a eu beaucoup de choses, encore une fois, après ce gros segment du titre US, il fallait un truc plus court et qui remette un petit peu de motivation. Donc c'était vraiment cool, ça continue d'être sympa. C'est un peu dans la même veine que ce qui s'est passé juste après. On a eu, là encore, quelque chose de très traditionnel chez les gars. Le segment micro avec à peu près tous les participants à l'Elimination Chamber. Donc on a eu Drew McIntyre qui a débarqué, qui a été suivi par Damien Priest qui est venu un petit peu se foutre de sa gueule. Alors c'était très marrant parce que Drew McIntyre il s'est assis en tailleur sur la table des commentateurs et il a dit à Damien Priest, mais non, j'ai pas d'obsession pour CM Punk. Alors Damien Priest il a dit, bah regarde-toi, t'es en train de l'imiter. Donc c'était voilà, ça s'est un peu remis toujours dans la même configuration. Drew qui se plaint de tout et puis les autres qui se disent, ah Drew, tu te plains de tout, tu devrais arrêter. Seth Rollins a débarqué. CM Punk est même arrivé, hein, très content d'être à Toronto ce vendredi soir ou quoi, ouais. Et il s'est foutu de la gueule un petit peu de tout le monde. Et tout d'un coup, John Cena débarque. En tout cas, sa musique retentit. Et c'est pas John Cena qui est arrivé du tout, c'est Logan Paul qui a pris la grosse bronca et qui nous a dit, ouais, mais non, mais il est pas là, John Cena, c'est moi qui suis là. Et puis, voilà, il tacle un petit peu tout le monde. Il dit qu'il il connaît pas trop Damian Priest, Drew McIntyre, voilà, il s'en fout un petit peu. Et il provoque surtout CM Punk, hein. Ils ont eu une tension à Monday Night Raw. Et puis il finit par s'enfuir quand il voit que CM Punk a l'air de vouloir venir lui casser la gueule. Donc on restera sur cette frustration, hein. John Cena n'est pas venu. Sinon, on a eu tout le monde. Voilà, c'était un peu le mélange général pour montrer que tout le monde a envie de casser la gueule à tout le monde. Est-ce que tu as trouvé ça bien vu, bienvenu ou un petit peu trop convenu? C'était un segment classique, mais hyper efficace pour remettre un petit peu dans, comment dire, un peu toutes les feuds intercroisés qui se baladent là au milieu. Donc, non, j'ai trouvé que c'était hyper efficace. Ils ont chacun bien dit ce qu'ils avaient à dire. Effectivement, ils ont tous remarqué que Cena n'était pas là. Il y en a plusieurs un ou deux, je crois, qui ont ressouligné le fait qu'il était non seulement pas là, mais qu'en plus, il s'était imposé dans le match. Donc voilà, malgré tout, il fait partie quand même des participants. Euh, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très bon. Et Logan Paul, voilà, qui est toujours, je trouve, voilà, le petit poil à gratter qui vient se rajouter là au milieu des anciens champions. Donc voilà, bon segment, classique, mais très très bon. Bah écoute, je suis bien de ton avis. Ils sont tous plutôt talentueux au micro. Il y en a qui sont moins à l'aise que d'autres en termes d'inventivité. Je pense à peut-être Damien Priest avait moins de choses à raconter que les autres, mais ils ont réussi à faire ça court, surtout parce que des fois c'est long des segments comme ça. Ils ont fait court et efficace alors qu'ils étaient nombreux. Donc félicitations à tout le monde. Enfin, il restait quand même un très gros segment pour finir ce SmackDown. Bah, c'est Cody Rhodes. Cody Rhodes qui revient. Il était là à Raw, on l'a dit. Bah, il est encore là à SmackDown. Il a croisé beaucoup de monde dans les vestiaires. Alors il a été chouchouté et dorloté par The Rock, hein. Et quand il est arrivé dans l'arène, il y a des mecs qui sont venus lui dire, ouais, t'as un vestiaire spécial, t'as un cadeau, t'as plein de choses de spécial. Et bon, alors il avait une salle spéciale où il avait de la bouffe de très grande qualité. Alors R-Truth avait réussi à se faufiler là-dedans. R-Truth qui lui a plutôt conseillé du coup, de valider l'offre de The Rock, hein, et même de demander des trucs meilleurs la fois prochaine. Il a croisé Drew McIntyre, qui s'est un peu foutu de lui. Il a croisé le Miz, qui lui a dit, vas-y, The Rock c'est une star, profites-en. Donc Cody Rhodes, il croise plutôt des gens
qui lui parle de plutôt accepter l'offre du Rock. Enfin bref. En tout cas, il arrive et, euh, et Michael Cole l'interview sur le ring. Michael Cole qui lui explique un peu, bah voilà, qui lui rappelle les enjeux et qui lui dit, qui lui donne son avis aussi. Michael Cole, là, il est un peu sorti de son rôle de journaliste. Il a dit, je sais que le Cody Rhodes que je connais n'accepterait pas cette histoire, qu'il y a une énorme décision. Il y a peut-être voilà chez TKO de l'argent, de machin. Enfin bref, il te propose une place en gros corporate, être moins catcheur, être plus avec ta famille, être plus dans les bureaux. Et là, tout d'un coup, bah il y a un nouveau cadeau qui débarque pour Cody Rhodes. C'est un énorme pick-up, une grosse voiture, une belle voiture à l'américaine, aux couleurs de l'American Nightmare. Et en même temps, sur l'écran géant, on voit The Rock, qui lui aussi sort d'un pick-up, et qui est bah, juste au niveau d'un aérodrome. Là, il va prendre l'avion. Et du coup, alors moi j'ai trouvé ça très très mauvais sonorement parlant. On n'entendait pas The Rock, on entendait juste l'avion qui faisait des tours et des tours. Et voilà, il nous dit qu'en gros, bah, il est, il sait que Cody Rhodes va prendre la bonne décision, il sait que tout va bien se passer, il sait pourquoi. Et il nous montre The Rock qu'il a une ceinture spéciale, cette fameuse grosse ceinture là autour de la taille, sur lequel il y a marqué l'âme de Cody, donc Cody Saul, et avec une date, le 11 juin 2015. Alors, au premier abord, moi je ne savais pas ce qui s'était passé, et en fait c'est la date de la mort de Dusty Rhodes. Donc on peut dire que The Rock, il va taper fort, il nous fait des gros cadeaux, il nous couvre Cody de cadeaux, et en même temps, il lui envoie des coups de couteau bien sanglants dans son histoire personnelle. Est-ce que tout ça, ça t'a plu? Et est-ce que tu penses que The Rock aurait pu faire son segment juste avant d'arriver à l'aéroport quand même? Alors oui, pour commencer, il aurait bien fait de faire un petit segment à la Kevin Owens dans son pick-up avant d'arriver. Ça aurait été plus agréable à écouter, je pense, au niveau du son. Après, voilà, on continue dans le côté psychologique. Voilà, le Rock, il sait bien faire, ça, on l'avait déjà vu l'année dernière. Voilà, comme tu l'as dit, je te fais des cadeaux, mais en même temps, voilà, si je peux te planter, j'en profite. Voilà, je trouve qu'on n'apprend pas forcément grand-chose de plus, mais j'ai trouvé ce segment quand même beaucoup plus intéressant que celui qu'on a eu à Raw. Donc de ce côté-là, déjà, c'est une réussite. Et voilà, les petits cadeaux, les petites propositions, ça rajoute un petit, comment dire, une petite interrogation supplémentaire à Cody Rhodes avant qu'il nous donne sa réponse le lendemain. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt efficace comme segment. Voilà, et ça me fait d'autant plus penser que le segment d'Euro était pas nécessaire. Mais en tout cas, très bon segment pour une clôture de Go Home Show où on attend quand même une réponse cruciale pour la suite. Ouais, moi je pense que j'ai vraiment eu du mal à cause de cette histoire de The Rock qu'on n'entend pas bien, parce que j'ai trouvé un peu long, honnêtement, l'intervention de The Rock. Après, j'ai bien aimé l'issue. La pirouette là sur la ceinture, ça m'a rappelé bah, les fameux segments du Rock qui tabasse Cody Rhodes là sous une pluie battante hors du ring. Là, c'était la grande époque. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu long. J'ai bien aimé toutes les interactions tout au long de la soirée. Par contre, ils ont réussi avec humour différents personnages, voilà, même le Miz, même R-Truth à nous présenter un peu une façon de voir les choses. Donc bah, cette semaine-là, ils nous ont bien, j'ai trouvé qu'ils ont réussi quand même globalement, même si Arrow c'était un peu moins bien. Ils ont bien réussi à nous convaincre, enfin en tout cas moi à me convaincre que cette proposition, elle avait du sens, même si on continue de pas trop savoir ce que ça veut dire être mon champion, mais que voilà, ça avait de l'importance et qu'en fait tout le monde donnait son avis, donc ça voulait dire que ça allait aussi concerner tout le monde. Et ça, j'ai trouvé que c'était la grande réussite de cette semaine, parce que mine de rien, cette annonce d'intervention du Rock à Elimination Chamber et de ce segment qu'il va avoir, il est tombé du chapeau là il y a une semaine. Donc ils ont réussi à bien retomber sur les clous. Et figure-toi que j'avais oublié un événement dans ce SmackDown que tu viens de me rappeler, mais du coup c'est assez intéressant de finir là-dessus. C'est qu'on a vu Sami Zayn sur le ring, qui est venu nous dire que voilà à Toronto, au Canada, chez eux, bah, ils ont tout intérêt, Sami Zayn et Kevin Owens, à venir se parler. Kevin Owens, il est apparu sur l'écran géant. Il était à Toronto, mais il était déjà dans la salle de l'Elimination Chamber, donc pas la même salle que ce SmackDown, hein, une salle beaucoup plus grande. Et il lui a dit qu'en gros, tout ce qui va se passer, Sami Zayn, tu l'auras mérité, tu l'auras cherché, et tu vas même finir en chaise roulante. Et Sami Zayn lui a dit, moi ça me fait pas peur ce qui va m'arriver, ce qui me fait peur c'est ce que je vais te faire à toi, parce que voilà, j'ai peur de pas maîtriser ce que je vais faire et de faire des choses irréparables, mais je suis prêt, donc il faut y aller, et je suis prêt à mettre fin à toi, Kevin Owens. Donc c'était pas le main event, hein, le main event c'était The Rock, mais comme j'ai oublié, euh,
bêtement ce segment, on va le traiter à la fin. Est-ce que tu trouves que là aussi, juste avant, à quelques heures d'avoir cet affrontement fratricide, ils ont réussi à augmenter encore d'un cran la tension de cette rivalité? Oui, je trouve qu'ils ont réussi à rajouter encore une petite couche, sachant que c'était quand même déjà bien intense. Donc voilà, bravo à eux parce que au moment où on pensait que ça pouvait pas être plus tendu, ils ont réussi à nous prouver que ben en fait si. Donc voilà, c'était très bien également. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé, c'était très visuel, là, le Kevin Owens tout seul dans un stade, enfin dans une salle qui attend juste que tout arrive. C'était vraiment sympa. Ils ont bien réussi sur cette feud, je trouve, là, pareil, en quelques semaines, à complètement nous faire oublier la très longue feud entre Kevin Owens et Cody Rhodes, parce qu'elle, quand même, elle a duré des mois et des mois, et à nous passer en un mois, suite au Royal Rumble, à cette rivalité entre frères ennemis. Donc j'ai trouvé que c'était une vraie grosse réussite. Et là-dessus, il ne reste plus qu'à se préparer pour Elimination Chamber, Letty. Est-ce que ce SmackDown t'a donné envie? Est-ce que ce SmackDown à Toronto a été un bel apéritif? Est-ce que tu pourrais me donner ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Eh ben, écoute, mon top, je vais le donner au segment où on a tous les participants de l'Elimination Chamber qui se font leurs dernières amabilités, on va dire, avant de rentrer dans la chambre. Mon flop, bah, qui est relié un petit peu à mon top, je vais donner à l'absence de John Cena, puisque je trouve ça quand même un petit peu dommage bah, qu'il soit pas venu au moins une fois depuis qu'il nous a annoncé qu'il allait être dans ce match. Et ma note, écoute, j'ai envie de mettre un 4 parce que je trouve que c'était un très très bon go home show. Voilà, j'ai pas vu les 2 heures, 2 ou 3 heures passer, donc 4. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé qu'on a eu un très très bon SmackDown. Je pense que le fait d'avoir 4 matchs en solo masculin pour l'histoire du match US, c'était plutôt, ça donnait vraiment un programme costaud. Mais on a eu vraiment des super prestations micro, j'ai trouvé, avec les participants à l'Elimination Chamber. Ouais, moi, je crois que je vais te suivre, hein. De toute façon, ce soir, je te suis cette semaine. 4 aussi. Au niveau du top, euh, pas facile ce top, mais bah, je vais le mettre à... Bonne question, bonne question. À qui vais-je mettre ce top? Je vais mettre un top... Eh ben écoute, ça fait bizarre à dire parce que c'est un peu, il a pas fait grand-chose ce soir. Mais je vais mettre mon petit top à Braun Strowman qui est un de mes chouchous. Et je trouve que c'était sympa de le voir perdre et ensuite de se défaire de ses futurs adversaires samoans. Et le flop, eh ben ouais, c'est l'histoire féminine là avec le tag team féminin qui avait pas beaucoup d'intérêt, mais qui est passé assez vite, donc c'était pas très très dérangeant non plus. Voilà comment on a fini cette semaine pleine de catch. Mais non, on l'a pas fini parce qu'il reste Elimination Chamber. Est-ce que t'es hypé là, Letty, pour ce show qui nous annonce que 4 matchs, hein, ça reste vraiment pas beaucoup comme au Rumble. Elimination Chamber masculine, féminine, le tag team match avec donc Trish Stratus, Tiffany Stratton contre Nia Jax et Candice LeRae, et le match donc sans sanction entre Kevin Owens et Sami Zayn. On peut dire qu'ils ont réussi à nous garder tout suspense sur les gagnants des chambres, hein, quand même. Oui, il y a franchement aucune idée à ce niveau-là de qui peut l'emporter, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc voilà, c'est déjà une première réussite pour eux. C'est que pour une fois, que c'est vrai que ces derniers temps, on avait tendance à se douter un petit peu tôt du gagnant. Là, au moins, comme pour le Rumble d'ailleurs, il y a vraiment le suspense. On ne sait pas. Ouais, ça c'est le gros sujet de satisfaction. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment curieux de savoir qui va gagner parce qu'il y a plein de pistes possibles. Ils nous ont ouvert plein de perspectives avec cette histoire du Rock, bien sûr, qui cherche un champion, un poulain. On peut imaginer plein de choses. Il y a plein d'histoires qui tournent avec CM Punk qui est à la fois entre Rollins, entre Logan Paul, mais aussi avec Cody Rhodes et on sait qu'il veut le main event de WrestleMania. Donc ça peut être une place, mais en même temps John Cena, c'est son dernier, donc il va se passer quelque chose forcément autour de tout ça. Bon, Logan Paul, on a du mal à l'imaginer main eventé contre Cody Rhodes, mais voilà, il y a plein de pistes et ils se sont tous bien rappelés à leur présence, hein. Même Seth Rollins, il a été vraiment très bon, j'ai trouvé, sur ses prestations micro.
Bon, chez les filles, je dirais pas qu'il y a autant de qualité, mais en tout cas, il y a du suspense. On ne sait pas du tout qui peut affronter Rhea Ripley. Bon, peut-être que ça a manqué d'interaction avec la championne jusqu'à présent. Je dois avouer que là, bon, on n'a pas vu beaucoup Rhea Ripley et on ne sait pas trop qui elle peut affronter. De toute façon, Rhea Ripley, elle n'est pas sûre d'arriver championne, puisque juste après l'Elimination Chamber, elle a encore sa ceinture à défendre hein, contre Io Sky. C'est peut-être un des points faibles de cette semaine et de cette FUD, c'est que on n'a pas trop senti la championne concernée, très concernée justement, non? C'est vrai qu'elle est elle est un petit peu absente. Voilà, je trouve que son règne est quand même un petit peu compliqué. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que là, c'est, ça se fait sentir que c'est pas le top niveau règne. Ouais, elle était beaucoup plus présente quand elle cherchait à reprendre le titre de Liv Morgan que depuis qu'elle l'a repris, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais bon, elle se préserve peut-être pour WrestleMania et pour nous donner un match incroyable, on espère. C'est sûr, on espère. On Je lui fais espère. confiance. Oui. Eh ben écoute Letty, merci d'avoir été avec moi pour cet épisode. Peuple de Ketchup, vous savez très bien que vous pouvez nous retrouver et on espère vous voir très nombreux pour commenter sur YouTube, sur la chaîne de Ketchup, sur le Discord Ketchup et toutes les autres plateformes de podcast. Donc merci de nous avoir écoutés. Merci Letty d'avoir été avec moi. Merci. Et ben merci à toi pour l'invitation. Et puis bon visionnage d'Elimination Chamber. On sera là, peuple de Ketchup. On continue. C'est la Road to WrestleMania. Elle a jamais été aussi proche. Donc bonne soirée Letty. Bonne semaine pleine de catch. Ciao à tous. Salut Raphaël, salut à tous. Et si Nakamura entrait dans la cage?